Bonsoir. Une ordonnance, 65 décrets, 161 arrêtés signés par le président de la République, Paul Biya, dans la période comprise entre le mois de juin et celui d'août 2020. Voilà qui traduit en n'en point douter l'intense activité au sommet de l'État, mais mieux encore, la permanence de l'engagement du président de la République à assumer pleinement sa charge, à rester concentré sur l'essentiel, à savoir la marche en avant du Cameroun. En tout début de votre magazine, nous passons en revue à travers la récente publication du cabinet civil de la présidence de la République, le temps des opportunités, les récents actes pris par le président Biya. Par la suite, nous allons en compagnie de notre invité, le professeur James Mwangi Kobila, agrégé de droit public et vice-recteur à l'université de Douala, revisiter la récente actualité politique au Cameroun, à savoir l'échec du projet insurrectionnel du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans sa volonté de renverser les institutions de la République, les prochaines élections régionales convoquées par le chef de l'État pour le 6 décembre prochain, malgré la gesticulation de quelques acteurs politiques, et enfin le jeu trouble des organisations de droits de l'homme au Cameroun et dans le monde, notre invité étant par ailleurs président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. À tout de suite. Publication du cabinet civil de la présidence de la République, le temps des opportunités, dans son 64e numéro dédié aux activités présidentielles allant de juin à août 2020, fait la part belle à la justice camerounaise. Pilier de la démocratie et de l'état de droit au Cameroun, la justice dans différents secteurs a connu ces derniers temps de nombreuses avancées à travers la tenue au Palais de l'Unité le 10 août 2020 de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence de Paul Biya, président de la République. De la justice à la santé, une page, une image, celle du coronavirus. Sur les pages de 12 à 19, l'on vit en image le soulagement de ses compatriotes jadis bloqués à l'étranger, dont les signaux de détresse ont connu une réponse favorable du président de la République. À ce jour, 2626 Camerounais ont regagné leur patrie en provenance de 4 continents et de 31 pays. En retour, ses compatriotes disent merci au président de la République, son Excellence Paul Biya, tout en lui souhaitant santé, longévité et davantage de sagesse à la tête de l'État camerounais. À côté des réponses de Paul Biya face au Covid-19, ouvre le carnet diplomatique. Et comme on peut le lire, l'agenda présidentiel est chargé. Malgré les contraintes sanitaires imposées ces derniers temps par la lutte contre le Covid-19, Paul Biya a maintenu sans discontinuer son rythme de travail et a scrupuleusement tenu les engagements que lui confère la charge présidentielle. Au total donc, cette audience accordée tour à tour à l'ambassadeur de France Christophe Guilou, à Ryu Bok-Rayol, l'ambassadeur de Corée en fin de séjour, à l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso, à l'ambassadeur des États-Unis, Henry Peter Ballerin, à Stéphane Dopagne, l'ambassadeur du Royaume de Belgique en fin de séjour, à Rowan James Laxton, le haut-commissaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le carnet diplomatique de cette publication est clôturé par cette audience qu'accorde le président Paul Biya à Thierry Hott, conseiller spécial du président du Burkina Faso. À la suite du carnet diplomatique, place au numérique. Sur 6 pages, on peut le lire. Les Camerounais s'expriment en ligne, commentant les actes présidentiels. Des pages 40 à 66, l'on peut parcourir ces actes du président de la République. Paul Biya a signé au total 135 textes, dont une ordonnance, 65 décrets et 165 arrêtés. Le temps des opportunités est ce magazine dont la lecture est vivement recommandée. C'est une semaine paisible qui vient de s'achever partout au Cameroun. Une semaine qui avait pourtant été projetée comme étant celle qui devait conduire au renversement des institutions de notre pays. À l'heure du bilan, la journée du 22 septembre 2020, qui avait été retenue comme étant celle de tous les dangers par les organisateurs de ce projet insurrectionnel, n'aura été rien d'autre qu'une journée ordinaire. Les Camerounais, dans leur écrasante majorité, ayant rejeté en bloc cette initiative et mis à nu la vacuité de cette aventure sans lendemain.
L'initiative au départ avait été loin de faire l'unanimité, y compris dans ses propres rangs. Les rangs de sa formation politique qui se sont fissurés au fur et à mesure que l'on se rapprochait de l'échéance, la fameuse marche du siècle. Néanmoins, bercés dans leurs illusions, les organisateurs de la dite marche vont, comme à l'accoutumée, mettre en œuvre le dispositif habituel. Les sites internet, quelques pages de journaux et naturellement une poignée de chaînes de radio et de télévision acquises depuis longtemps à leur cause. Ils comptaient ainsi sur la fragilité de quelques compatriotes pour réussir leur tour de magie. Un tour de magie qui finalement va s'avérer comme étant la plus grande désillusion. La révolution dite des abeilles annoncée pour mardi dernier au Cameroun a buté violemment sur la lucidité de la très grande majorité des Camerounais. Le peuple camerounais qui s'est chargé de recadrer par son indifférence ceux et celles-là qui ont voulu tuer l'État pour institutionnaliser l'anarchie. Il ne faut pas chercher bien loin les raisons de ce nouveau flop. Les Camerounais, dans leur très grande majorité, sont exaspérés par ces incivilités. Ils sont exaspérés par les insultes, le discours de la haine et les affirmations surréalistes qui semblent devenues le domaine de définition d'un certain nombre de sympathisants du parti politique à l'initiative de la dite marche. Une formation politique qui, en voulant marcher sur le Cameroun, a finalement marché sur elle-même, marché sur ses camarades qui n'ont eu de cesse de dissuader les auteurs de ce projet insurrectionnel. Cette formation politique a surtout marché sur ses chances de représenter une alternative politique crédible au Cameroun. N'empêche que dans un aveuglement extraordinaire, son leader qui vit sans doute désormais dans le monde de ses rêves ne s'est pas empêché, au lendemain de cette grande humiliation, de soutenir Urbi et Orbi que la farce du 22 septembre au Cameroun fut un succès. Dans le confort de ce doux mensonge, il espère ainsi jouer indéfiniment les prolongations d'une prétendue victoire volée à la dernière élection présidentielle, victoire à laquelle, même dans ses propres rangs, presque personne n'y croit plus. En procédant de la sorte, il espère maintenir allumée la flamme de l'insoumission à l'ordre établi, la flamme de la sédition. Enfermé dans la bulle qu'il s'est construite et isolé aussi bien sur le plan national qu'à l'international, comme en témoigne d'ailleurs la charge reçue par ses militants en Europe et dans le reste du monde, il s'emploie désormais lui-même à épuiser le peu d'estime que quelques compatriotes pouvaient encore lui accorder. En tout état de cause, les Camerounais ne demandent qu'à vivre en paix et en harmonie. Et le Cameroun n'est ni un espace théâtral sur l'estrade duquel se succéderaient acteurs et metteurs en scène de toutes sortes, ni une brigade anti-sardinard où chacun agirait selon son bon vouloir, sans le souci de la règle commune. Le peuple camerounais a besoin d'hommes et de femmes qui travaillent à sa grandeur, à sa considération, et non de ceux qui passent le temps à heurter, à provoquer, à insulter inutilement, à porter atteinte à son honneur et à ses acquis précieux, le premier étant la paix. Professeur James Mwangue Kobila, bonsoir. Bonsoir Yves-Marc. Comment vous le cachez, c'est un honneur, un privilège de vous avoir, parti de Douala où vous êtes établi. Vous êtes universitaire, agrégé de droit public, vice-recteur en charge de la recherche, la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'université de Douala. Vous êtes par ailleurs un auteur très prolixe avec une abondante production dans le champ disciplinaire qui est le vôtre, et pas seulement. Vous êtes enfin, depuis le décès du docteur Chimuta Divin Banda, président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Nous allons essayer de tirer le meilleur parti de ces différentes casquettes pour évoquer les marches projetées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun le 22 septembre dernier, pour évoquer les élections régionales à venir dans notre pays qui sont prévues le 6 décembre prochain, et puis pour dire naturellement un mot sur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, et peut-être plus globalement de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Et d'abord, si vous le voulez bien, ces marches projetées par le MRC le 22 septembre dernier, une journée présentée comme celle de tous les dangers. Comment avez-vous vécu cette journée? C'est une journée qui était effectivement une journée porteuse d'interrogations, mais aussi une journée de veille, parce que
il fallait assurer la veille en matière de droits de l'homme. Il fallait vérifier que collecter toutes les informations qui pouvaient nous parvenir sur le déroulement de la marche et aussi autour de nous en tant que citoyens veiller dans notre environnement à ce que des débordements ne troublent pas la sérénité des habitants et des populations. Alors, journée présentée comme étant celle de tous les dangers au départ, mais finalement un flop à l'arrivée, tout au moins pour les initiateurs de cette marche. Boycott massif des populations, rejet en bloc de cette initiative. Comment comprendre? Oui, d'abord il faut dire que les citoyens camerounais de bonne foi, dans leur immense majorité, n'ont rien à reprocher au président de la République. Or, l'objet de la marche était de renverser le président de la République, de renverser les institutions. Donc, à partir du moment où on demande à quelqu'un, si on vous demande de répudier votre femme, alors que vous n'avez rien à lui reprocher, alors que vous en êtes éperdument amoureux, bon, il faudrait s'y reprendre avant de réussir. Et il y a peu de chances d'ailleurs que cela puisse marcher. Mais fondamentalement aussi, l'échec essuyé par le MRC, un échec cuisant, résulte du rejet de son initiative. Rejet de son initiative d'abord par les populations du nord-ouest et du sud-ouest, qu'il prétendait défendre. Mais où il n'a jamais mis les pieds. Oui. On a vu que même pendant l'élection présidentielle de 2018, il n'a pas mis le leader du MRC n'a pas mis les pieds au nord-ouest et au sud-ouest. Et que depuis, lorsqu'il a annoncé son mouvement, certains se sont dit, très bien, si vous voulez montrer que c'est pour nous que vous battez ou que vous initiez ces actions, venez donc au nord-ouest, qu'on en parle. Il n'y est jamais allé. Dans ces conditions, évidemment, il est clair que les populations du nord-ouest et du sud-ouest ont rejeté et on a vu que l'activité là-bas était normale. On a aussi observé le rejet massif de ces appels à manifestation par les 3 régions septentrionales du pays, l'extrême nord, la Damawa et le nord, en raison de ce que dans dans l'articulation des 2 motifs de la marche, le MRC n'a pas fait mention d'une situation tragique que vivent les populations de cette partie et qui sont entièrement solidaires à cet égard en raison des attaques de Boko Haram, qui ont déjà endeuillé des milliers de familles, qui ont entraîné la perte de plusieurs maisons, de plusieurs milliers de maisons, des villages incendiés. Qui ont désarticulé le tissu social. Donc, rejet par les populations du nord-ouest et du sud-ouest, rejet par les populations de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Ça fait déjà 5 régions qui rejettent. Et évidemment, rejet par le glacis électoral du président de la République, le centre, le sud et l'est. Bon, qu'est-ce qui reste? Sur 10 régions, il reste le sud, on voit mal que... Oui, le centre, le sud et l'est, j'ai bien dit. Oui. Bon, il reste le littoral. Voilà, il reste le littoral et l'ouest. Et on sait que dans ces 2 régions-là aussi, le MRC n'a pas le vent en poupe tant que ça, parce que les populations locales, les populations autochtones aussi, sont vent debout contre des initiatives anti-républicaines du MRC. Disons aussi que l'échec du MRC n'est pas étranger aux divisions internes à ce parti politique. Vous avez remarqué que l'un de leurs militants les plus médiatiques, Célestin Diamène, a ouvertement critiqué cette initiative en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appeler à renverser des institutions dans un état de droit. Et que cette démarche, au fond, avait un caractère antidémocratique. Justement, vous avez commis une tribune quelques jours plus tôt, tribune dans laquelle vous avez clairement pris position en
taxant cette initiative d'antidémocratique, de contraire à l'intérieur supérieur de la nation, contraire même à l'honneur du pays. Pourriez-vous être plus explicite sur chacun de ces aspects-là? Oui, disons que la marche du MRC, d'abord, était une marche antidémocratique parce que le MRC appelait à renverser une autorité démocratiquement élue, qui plus est au suffrage universel. En fait, le MRC voulait utiliser... Usurper la souveraineté nationale. Voulait utiliser la liberté de manifestation publique pour faire échec au droit des Camerounais, au droit du corps électoral camerounais de choisir librement ses dirigeants. Et en cela, la marche était antidémocratique, d'autant plus que le MRC appelle à s'opposer au processus électoral qui doit conduire au régional. Donc, le MRC appelle à lutter contre un processus démocratique. Donc, en cela aussi, la marche du MRC était antidémocratique. Quant à la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'État, il faut dire que le Cameroun, avant même la pandémie de la Covid-19, le Cameroun, comme tous les pays d'Afrique centrale et même plus largement les pays africains exportateurs de matières premières, souffrait de la baisse des cours du pétrole et de la baisse des cours des principaux produits d'exportation, ce qui mettait déjà à mal la situation économique du pays. La pandémie de la Covid-19 est venue aggraver cette situation et il se comprend mal que dans un tel contexte où le Cameroun est par ailleurs confronté à l'adversité au nord-ouest et au sud-ouest, à des troubles au nord-ouest et au sud-ouest, à l'adversité de Boko Haram à l'extrême nord, et puis aux tentatives des rebelles, au harcèlement des rebelles centrafricains à l'est, qu'un leader politique s'engage à déstabiliser toutes les autres régions du Cameroun qui vivent en paix, et où les habitants des régions troublées sont venus trouver refuge. Donc, en cela, cette démarche est concrète à l'intérêt économique du pays. Et n'oublions pas que la théorie générale du droit enseigne, et cela est d'ailleurs consacré dans la Constitution du Cameroun, que l'intérêt supérieur de l'État prime sur toute autre considération. Même les accords internationaux, notamment en matière économique, prévoient que en cas de péril causé par l'application de telle ou telle clause, un État peut invoquer une clause échappatoire pour sauvegarder l'essentiel. Et vous savez que même à travers l'histoire de l'humanité, des guerres ont été déclenchées parce que les États considèrent que leurs intérêts supérieurs, c'est-à-dire leurs intérêts essentiels, sont menacés. Donc, évidemment, à cet égard. Mais il faut aussi ajouter que la démarche du MRC portait atteinte à l'honneur du pays. Oui. Porter atteinte à l'honneur du pays parce que lorsqu'on organise des marches devant les ambassades du pays à l'étranger pour contester, pour des motifs de politique interne, cela ne s'est jamais vu. Cela ne s'est jamais vu. J'attire l'attention des téléspectateurs de la CRTV sur ce que dans un grand pays ami du Cameroun, la France, il faut le dire, il y a un parti politique qui est bien connu, qui est qualifié de parti d'extrême droite, le Front National, qui à l'origine était dirigé par Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a toujours contesté le système électoral français en ce qu'il souhaitait une proportionnelle intégrale et non pas un système majoritaire pour pouvoir capitaliser sur l'ensemble du territoire en nombre d'élus. Mais Jean-Marie Le Pen, qui incarnait vraiment la frange la plus dure du Front National, ce n'est pas le Front National d'aujourd'hui qui est adouci par sa fille Marine Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen n'a jamais
manifester devant les ambassades de la France à l'étranger pour contester le système électoral français. Et donc, c'est pour dire que maintenant, si on ramenait la chose, avant même de ramener la chose sur un plan un peu plus professionnel, il faut quand même remarquer que la démarche du MRC, même au plan interne, appauvrit significativement le débat politique au Cameroun. Et l'on est de savoir que c'est un collègue universitaire. Justement, on va y revenir tout à l'heure là. Oui. Je vous permets de marquer un petit arrêt. Nos équipes ont suivi attentivement cette journée du 22 septembre dernier. Je vais vous faire partager leur regard et puis on va poursuivre l'échange dans quelques minutes. Le mardi 22 septembre 2020 était pressenti par certains esprits malins comme la journée de tous les dangers au Cameroun, du fait d'une marche illégale et non autorisée initiée par une formation politique de l'opposition en mal de légitimité populaire et d'identification citoyenne. Des itinéraires avaient même été choisis, mais à la place de ce déferlement populaire, ce fut plutôt un cuisant échec pour les organisateurs. Un calme plat règne sur toute l'étendue du territoire camerounais. À Yaoundé, au siège des institutions, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, représentant le Premier ministre, le chef du gouvernement, ouvre sereinement la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO en abrégé. Dans les autres quartiers de la capitale, les marchés sont ouverts, les taxis circulent, les populations vaquent à leurs occupations normalement. À Douala, en dehors d'une poignée d'individus qui tentent de défier les forces de l'ordre en bravant l'interdiction de la manifestation, en Dokoti et à Bassa, la capitale économique respire le bon air des affaires malgré quelques boutiques fermées. À Bamenda et surtout à Boya, les populations disent non à cette logique anticonstitutionnelle. Et ce fut également le cas dans la partie septentrionale du Cameroun, au sud, à Bafoussam et à l'ouest, journée quasi normale, malgré des tentatives de perturbation à Bafang et à Baham. L'échec retentissant de ce mot d'ordre est un cinglant désaveu aux entrepreneurs de la déstabilisation du Cameroun. La plupart des Camerounais comprennent déjà la démarche du MRC. Je crois que le MRC vise uniquement à créer le buzz, à attirer l'attention sur lui et permettre que les organisations internationales, la communauté internationale comme on dit, puissent l'adouber. On ne peut pas se lancer dans une aventure qui risque, on ne sait jamais, qui pourrait créer des dérapages, des accidents, des dégâts collatéraux qui vont créer des situations difficiles à rattraper par la suite. On ne ferait pas partie de ces marches parce que la rue n'a jamais amené la démocratie. On ne peut pas opérer une marche pacifique alors qu'on demande formellement le départ du président de la République élu démocratiquement. S'il est assis là où il est, c'est par la volonté de Dieu qui s'est manifesté à travers le peuple camerounais. Souverain et maître de son destin, le peuple camerounais est resté sourd aux sirènes de l'insurrection déclenchée par un parti politique et ses relais tapis dans l'ombre à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. Dans la plupart des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, l'ambiance est relativement sereine. À l'ambassade du Cameroun à Paris, l'ambassadeur André Magnou Sekoumou fait le tour du propriétaire ce 22 septembre. C'est la quiétude. À Londres, un groupuscule d'activistes, loin de la déferlante annoncée, est rapidement maîtrisé par la police britannique. À Washington, la force du droit prend le dessus sur le droit de la force. Et comment pouvait-il en être autrement? Et comment le peuple camerounais pouvait-il se dédire, lui qui, le 7 octobre 2018, à 71,28% de suffrages valablement exprimés, renouvelait sa confiance pour 7 années supplémentaires au président Paul Biya. C'est un choix souverain du peuple camerounais qu'il faut respecter. Comme le rappelle un éminent enseignant, la rue n'est pas une urne, les slogans ne sont pas les bulletins de vote, les applaudissements des manifestants ne sont pas des suffrages. La démocratie a des exigences qui s'imposent à tous. En somme, le pouvoir ne s'acquiert pas par la rue, mais par les urnes. La démocratie s'accommode également
du respect de la loi, malgré les libertés. Et la constitution camerounaise se veut explicite sur le sujet. Et selon l'article 2 que je cite, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. En portant son choix sur Paul Biya, le peuple camerounais savait pertinemment qu'il était le dépositaire de la sagesse, le dernier rempart pour la sauvegarde de la paix, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Fidèle gardien du temple, le Cameroun, pays d'une rare complexité, a besoin de sa pondération, de sa tempérance et de sa tolérance. En outre, les institutions qui fondent la force des États ont fait preuve de leur solidité et de leur fonctionnement harmonieux. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, le pays sera doté de conseils régionaux lors des élections du 6 décembre 2020. Plus qu'un coup d'accélérateur à la décentralisation et à la gouvernance locale, leur mise en place parachève l'implantation des institutions prévues par la Constitution du 18 janvier 1996. Pour tenir compte des spécificités historiques et culturelles de la zone anglophone, un statut spécial est accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Recommandation forte du Grand Dialogue national, application de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Une House of Chiefs, entendez, chambre des chefs traditionnels, forme l'ossature de l'Assemblée régionale ou du Conseil exécutif régional dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les marches du chassement du 22 septembre 2020 ont été chassées par un peuple camerounais épris de paix, de liberté et de stabilité. Il a su mettre son patriotisme au-dessus des considérations partisanes sans se laisser distraire par des appels irrespectueux de leur souveraineté, de leurs institutions et des personnes qui les incarnent. Ceux qui ont prédit l'apocalypse ce jour-là l'ont certainement appris à leurs dépens. On ne joue pas avec le Cameroun qui ne saurait être un terrain d'entraînement pour francs-tireurs de pénalty. Alors, comment comprendre, on l'indiquait tantôt, professeur, comment comprendre cette obsession pour un enseignant de droit à faire du Cameroun un espace de non-droit? Il faut dire que le paradoxe que vous relevez nous amène à mettre le doigt sur l'observation fondamentale que l'on doit faire en regardant le professeur Maurice Kamto se mouvoir dans l'espace politique national et international, c'est qu'il apparaît comme un tissu de contradiction. Il apparaît comme un tissu de contradiction parce que je me souviens avoir lu sa thèse de doctorat intitulée « Pouvoir et droit en Afrique », dans laquelle il militait pour l'état de droit en Afrique, dans laquelle il dénonçait le fait que l'État, les pouvoirs publics n'étaient pas soumis au droit dans l'Afrique noire post-coloniale au moment où il soutenait sa thèse au début des années 1980. Alors on est étonné que quelqu'un qui a écrit 545 pages de thèse pour soutenir l'état de droit, aujourd'hui s'érige contre l'état de droit. Il méconnaît l'autorité du Conseil constitutionnel, il appelle à la rébellion. Il appelle à la rébellion et il conduit même une rébellion parce qu'il faudra revenir peut-être tout à l'heure sur le sens même du mot rébellion. C'est-à-dire cet appel, cette incitation à ne pas à s'opposer à l'application des lois, à s'opposer à l'application des décisions des autorités et à vouloir, par-dessus le marché, les renverser. Donc je pense que et là, alors, quand il s'agit de les renverser, là, on passe à l'insurrection. Donc, la seule explication, c'est que c'est un tissu de contradiction. Nous sommes habitués à ces contradictions-là, où lundi, on va aux élections, il annonce qu'il va aux élections municipales et législatives. Quelques jours après, il décide de boycotter. Donc, c'est une illustration supplémentaire de ces incohérences. Et on peut
très aisément conclure que c'est cet ensemble de contradictions également qui a conduit au rejet de l'immense majorité des Camerounais à cette démarche, à cette initiative périlleuse. Oui, entre autres, il faut aussi dire que le MRC s'est engagé, l'objet de la marche même, ne pouvait qu'être rejeté par les Camerounais. Parce que lorsque le MRC annonce une marche qui a pour objectif de renverser le président de la République, les Camerounais qui étaient sortis la veille, la plupart des Camerounais qui étaient sortis la veille pour l'acclamer à un retour de voyage, réfléchiront par deux fois avant d'aller affronter les forces de l'ordre, avant d'aller affronter. Et puis il y a eu une mobilisation sociale, un rejet social massif, au-delà des entités et des régions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les religieux ont pris la parole, les chefs traditionnels ont pris la parole, divers leaders de partis politiques, y compris de l'opposition, ont pris la parole. Et même dans ses propres rangs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait des divisions. Donc, personne ne pouvait s'engager dans cette affaire. En plus, il faut peut-être aussi dire que le professeur Kamto a commis une erreur stratégique. Bon, il ne m'appartient pas de me substituer à ses conseillers stratégiques, mais il faut quand même dire qu'il a pensé que, en violation d'une règle stratégique majeure, qui dit que ce qui vous a mené ici ne vous amènera pas là. Il a pensé qu'il y aurait répétition des rassemblements qu'il a pu organiser pendant la campagne électorale ou à l'occasion de son retour de voyage. Alors, dans leur projet de tuer l'État, les auteurs de ce projet insurrectionnel ont évoqué, pour certains, le droit de résistance, qui trouverait, selon eux, son origine, son bien fondé dans le droit positif. Dans quel droit positif ? Dans quel droit positif ? Certains citent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée en France en 1789. Mais ce texte ne fait pas partie du droit positif camerounais. Et encore, quand on parle du peuple, le peuple s'exprime par des voix connues, par ses représentants, à l'occasion de la convocation du corps électoral, dans le cadre d'un suffrage direct ou dans le cadre d'un suffrage indirect. On pourrait encore parler d'une insurrection si on percevait que le corps social, différentes composantes, ou la quasi-totalité des composantes sociales, des composants du corps social, s'élevait contre le pouvoir. Mais dans ce cas, nous sommes précisément dans l'hypothèse qui est prévue par la Constitution du Cameroun, qui énonce clairement qu'aucune fraction de la population ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. À quel titre un parti politique qui n'a aucun élu dans les communes, aucun député à l'Assemblée nationale, aucun sénateur au Sénat, et automatiquement, par voie de conséquence d'ailleurs, qui n'aura aucun conseiller régional, peut-il se prétendre s'exprimer ou exprimer la volonté nationale ou la souveraineté nationale? Autre argument excipé, les insuffisances du code électoral, et on l'a dit, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les régions qui paradoxalement ont fait la sourde oreille à ce projet, à cette initiative. Oui, le leader du MRC, j'ai lu son appel, qu'il justifiait, son appel à manifester qu'il justifiait par l'exigence de l'élaboration d'un code électoral consensuel. Je suis désolé, mais les travaux scientifiques récents, comme ce manuel de droit électoral qui est paru en 2019, ont démontré que sur le plan universel et même à l'intérieur des plus grandes démocraties, il n'y a pas et il n'y a jamais eu un modèle de code électoral. Ni de loi parfaite.
Non, laissons, parce que tout doit être perfectible. Le code électoral camerounais est perfectible. Le code électoral américain est perfectible. Mais il n'y a jamais eu de modèle, il n'existe pas un modèle universel de code électoral à l'aune duquel on peut mesurer la validité du code électoral camerounais. Et c'est un domaine d'ailleurs dans lequel le droit international laisse entière place à la souveraineté de l'État. C'est pour cette raison qu'aux États-Unis, ils ont une tradition d'élection au suffrage à un tour. Alors qu'en France, la tradition, c'est l'élection au suffrage à 2 tours. Et même en France, au niveau de l'interprétation des résultats du scrutin, on oscille entre la représentation majoritaire et la représentation proportionnelle, ou alors un mélange des deux, en fonction de ceux qui sont au pouvoir et en fonction d'un certain nombre d'autres paramètres. Et les élections présidentielles l'élection présidentielle est en train d'être préparée aux États-Unis. Nous suivons le débat entre les républicains et les démocrates sur l'utilisation notamment du vote électronique, des machines à voter, sur l'utilisation du vote par voie postale. Par voie postale. Les deux factions sont en désaccord. Et ceci m'amène à relever l'autre insuffisance majeure de la réclamation du MRC, c'est qu'en matière électorale, il est impossible de parvenir à un consensus entre les acteurs politiques sur le droit électoral. Cette chose est impossible. L'exemple américain le prouve, l'exemple français le prouve. On peut en trouver partout. Pour une raison très simple, quand on parle de consensus, le consensus est un mode de décision par lequel on constate que la décision est prise à partir du moment où il n'y a pas d'objection. Alors, cela revient à dire que la décision consensuelle est ce mode de décision est un mode qui donne le droit de veto à tous les participants à la discussion. Et lorsque l'on est donc confronté à des positions opposées et irréductibles, comment le consensus peut-il se produire? Donc, en réalité, la réclamation du MRC est un prétexte pour tenter de renverser les institutions, faute d'avoir réussi à conquérir le pouvoir par les urnes en 2018. Et du coup, professeur James Mwangi Kobila, on ne peut pas résister à la tentation de poser la question de savoir ce qui finalement se cache derrière cette démarche de cette formation politique, et puis qui paye la note, qui tire les ficelles. Ceux qui se cachent, je pense que il faudrait peut-être leur demander à eux-mêmes. Ils sont peut-être mieux placés, tellement mieux placés que moi, pour vous dire ceux qui se cachent derrière eux. C'est avec qui ils élaborent leur tentative de renversement des institutions du Cameroun. Mais ce qui est constant, c'est que, à l'observation, on remarque que les militants de ce parti politique, les militants du MRC ont une tradition, ont l'habitude de lever des fonds, aussi bien au niveau interne qu'au niveau de la diaspora pour mener leurs activités. Donc c'est peut-être là la première source de financement, peut-être qu'il y en a d'autres sur lesquelles je ne saurais m'avancer. Alors, très intéressant à observer en rapport avec ces événements, l'attitude du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, malgré toutes ces menaces, ces intimidations qui ont été brandies depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, est resté droit dans ses bottes et a décidé de convoquer les collèges électoraux pour les élections du 6 décembre prochain, le président Biya, qui continue à dérouler tranquillement son agenda politique. Comment comprendre l'attitude du président Biya? Oui, la première chose, c'est que, évidemment, on ne menace pas un chef d'État. On ne menace pas un chef d'État, on n'intimide pas un chef d'État. La stature du chef de l'État est telle qu'il est à l'abri de ce genre de gesticulation. Mais il faut aussi dire que depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, Démophile, dans ses sentences, avait dit la chose suivante. Les coups de tonnerre épouvantent les enfants et les menaces
font trembler les esprits faibles. Or, tous les observateurs de la scène politique camerounaise s'accordent à dire que le chef de l'État a une force de caractère exceptionnelle. Et ce n'est donc pas, ce ne sont pas des menaces d'un parti politique ou d'un leader de parti politique qui n'est représenté dans aucune institution qui peuvent ébranler sa sérénité, d'autant qu'il exerce son mandat en tout honneur et que l'objet pour lequel la manifestation, contre lequel la manifestation était appelée, rentre dans les aspirations, correspond aux aspirations profondes des Camerounais. Les Camerounais aspirent profondément à la mise en place des régions. Les Camerounais aussi bien francophones qu'anglophones, mais peut-être encore plus nos frères anglophones que nous autres francophones. Tous les Camerounais trouvent intérêt à la chose et dans ces conditions, se lever pour renverser les institutions, bien pour contester ce genre de processus, ne pouvait pas ébranler le chef de l'État. Alors, on va marquer un autre arrêt pour voir comment se préparent donc ces élections régionales qui sont prévues le 6 décembre prochain, partout au Cameroun. Et puis, nous allons revenir sur le plateau de cette édition de Présence Actu. Ainsi que le prévoit le calendrier électoral, les dossiers de candidature pour l'élection des conseillers régionaux sont à présent entre les mains du Conseil électoral d'Elections Cameroun après la clôture des dépôts de candidature le 22 septembre dernier. Chaque dossier sera passé au peigne fin par le Conseil électoral et la liste des candidatures retenues sera publiée au plus tard le 7 octobre prochain. Déjà, un pointage fait par le directeur général des élections révèle que pour les 2 collèges électoraux constitués des conseillers municipaux et des chefs traditionnels, près de 24 000 grands électeurs ont été enregistrés. Après la clôture du contentieux préélectoral et la campagne électorale, ils iront aux urnes le 6 décembre 2020 choisir les 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. Chaque région comptera 90 conseillers régionaux, dont 70 délégués départementaux et 20 représentants du commandement traditionnel. Ils sont répartis dans les 58 départements pour autant de circonscriptions électorales. Selon le directeur général des élections, Éric Essousset, une dizaine de partis politiques sont en compétition, mais les jeux sont déjà faits dans plus de la moitié des départements où l'on enregistre une seule liste de candidatures pour les partis politiques et une pour le commandement traditionnel. L'on s'approche ainsi du point final de la mise en place des organes régionaux consacrant la décentralisation au Cameroun. Ce sera l'aboutissement d'un long processus engagé avec prudence en 1996 lorsque la modification de la Constitution de 1972 faisait du Cameroun un État unitaire décentralisé. Sous l'œil vigilant du président de la République Paul Biya, qui rappelait en novembre 2018, lors de sa prestation de serment pour le septennat des grandes opportunités, le désir des Camerounais d'une plus grande autonomie dans la gestion locale, le Cameroun rentre patiemment et sûrement dans les rangs des États décentralisés. La mobilisation observée au sein des partis politiques et dans les rangs des détenteurs de l'autorité traditionnelle témoigne de la conscience que les candidats ont des enjeux de la mise en place des conseils régionaux. Ils veulent être les pionniers de la gestion décentralisée des affaires de l'État. Un regard particulier sera tourné vers les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui bénéficient d'un statut spécial dont la mise en place effective aiderait à sortir de la crise sécuritaire qui freine la marche des dites régions depuis plusieurs années. Retour sur ce plateau, retour à vous, professeur James Mwangue Kobila. Je rappelle que vous êtes agrégé de droit public, vice-recteur en charge de la recherche, la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'université de Douala. Vous êtes par ailleurs président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais le temps de dire un mot sur les prochaines régionales précisément. Vous avez commis un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur
sur la protection des minorités et des peuples autochtones. En quoi est-ce que l'élection à venir pourra-t-elle contribuer à protéger, à assurer davantage la protection des minorités et des autochtones? Bon, il faut dire que la mise en place des régions est l'un des actes emblématiques par lesquels l'État fait rentrer la protection des minorités et des peuples autochtones dans la respiration quotidienne des Camerounais. Parce que, comme vous le savez très bien, la Constitution prévoit que le président du conseil régional est une personnalité autochtone. Et c'est une disposition qui réjouit la grande majorité des Camerounais parce que chacun est autochtone quelque part, comme chacun est aussi allogène partout ailleurs où il n'est pas autochtone. Donc, et vous savez bien qu'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'à l'occasion de la mise en place des régions, le président du conseil régional du Nord-Ouest soit un ressortissant de l'Adamawa, ou que le président du conseil régional du Sud-Ouest soit un ressortissant de l'Est. Donc, cela reflète donc et manifeste la protection des peuples autochtones inscrits dans le préambule de la Constitution, qui fait partie intégrante de la Constitution, et dans le cadre de l'élection des conseillers régionaux qui précédera celle du bureau du conseil régional, il est acquis que les minorités sont protégées parce qu'il s'agit d'un principe démocratique universel. Il suffit en Europe, il est impossible de s'opposer à la protection des minorités. Si vous le dites, c'est une hérésie en démocratie, parce que l'approfondissement de la démocratie passe précisément par la protection des plus faibles, des plus vulnérables et des moins nombreux que sont les minorités et les peuples autochtones. Disons un mot sur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, dont vous assurez la présidence par intérim depuis quelque temps. Comment se porte la Commission, professeur? Qu'est-ce qui aujourd'hui autorise à penser qu'elle est indépendante et crédible? Il me semble que je suis mal placé pour parler de la crédibilité de la Commission, dans la mesure où on ne peut être juge et parti. Bon, c'est vrai que c'est consacré par les textes On ne peut être juge et parti. Je pense que ce sont les observateurs qui doivent nous dire s'ils nous perçoivent comme crédibles ou indépendants, etc. Mais je vais quand même partager avec vous l'expérience que j'ai eue. Lorsque j'ai été nommé à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés en qualité de vice-président en 2014 et que j'ai pris mes fonctions, j'ai remarqué que dans l'imagerie populaire, on percevait la Commission comme un organe du pouvoir, un rouage du régime, pourquoi pas même une annexe du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti dominant au Cameroun. Mais à l'intérieur, et par rapport à la perception que le même Rassemblement démocratique du peuple camerounais et que les autres ont, à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait, la Commission a plutôt tendance à se prononcer contre l'État, contre le régime, contre le RDPC. Il suffit de relire les communiqués de la Commission nationale des droits de l'homme pendant les 5 dernières années. Et même de regarder le profil de ses membres. Bon, oui, évidemment, le profil de ses membres, ils ne sont pas nommés, ils ne sont pas choisis par le RDPC, ils ne sont pas choisis par le président de la République. Certains sont des représentants des associations de la société civile, d'autres sont des journalistes indépendants. Et quand on dit indépendant, c'est peut-être trop dire le moins. Mais voilà, c'est pour dire le moins, parce que parfois, on a des profils qui sont loin de témoigner de l'indépendance affichée. Donc, c'est pour dire que globalement, cette question de la crédibilité de la Commission des droits de l'homme est une question
qui dépend de la perception des uns et des autres, mais fondamentalement, il est possible de parvenir quand même et de se rapprocher d'un fonctionnement serein et d'un fonctionnement professionnel. Il faut quand même dire aussi que la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun n'est pas exceptionnelle par rapport aux autres instances africaines chargées des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de lacunes qu'on y retrouve qui sont davantage liées aux hommes, parce que, vous le savez bien, les institutions valent ce que valent ceux qui les dirigent. Mais de façon globale, quel est le regard que vous jetez sur la situation des droits de l'homme au Cameroun que d'aucuns n'hésitent pas à présenter carrément comme l'enfer? La situation des droits de l'homme au Cameroun, là encore, je vais vous surprendre, parce que ceux qui présentent le Cameroun comme un enfer en matière de droits de l'homme ignorent certainement que d'un point de vue statistique, en examinant le nombre de requêtes reçues par la Commission nationale des droits de l'homme pendant l'année 2019, nous avons remarqué que soit plus de environ 2/3 des violations des droits de l'homme alléguées sont des violations de particuliers. C'est l'homme qui bat sa femme, c'est le père de famille qui envoie sa fille en mariage précoce, violation du droit de l'enfant, c'est la mère de famille qui fait exciser sa fille, c'est Boko Haram qui égorge des citoyens, c'est Boko Haram qui brûle des écoles, ce sont des terroristes au nord-ouest et au sud-ouest qui égorgent des soldats, des civils, qui brûlent des hôpitaux, etc., qui empêchent la liberté d'aller et venir, qui empêchent les élèves d'aller à l'école. Donc, les violations les plus massives et les plus récurrentes des droits de l'homme au Cameroun sont le fait de particuliers. Mais cela ne dédouane pas l'État, qui doit aussi renforcer son dispositif interne d'autorégulation, et la Commission y travaille, en rappelant chaque fois la règle et en formulant des recommandations à la suite des requêtes que nous recevons. Professeur James Mwangi Kobila, président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, on constate de plus en plus que les organisations qui traitent des questions de droits de l'homme s'affranchissent de plus en plus de leur mandat, de leur mission pour jouer le jeu de certains acteurs politiques carrément. Et notamment au Cameroun, où on a tendance à ne voir que les exactions commises par les forces de l'ordre, pendant qu'on tait volontairement celles qui sont causées par certains groupes rebelles. Quelle lecture vous faites de cet état de choses? Bon, disons... Déjà cet intérêt très prononcé des droits de l'hommistes internationaux pour notre pays, et cette lecture partiale ou délibérément partisane. Oui, tout à fait. Bon, quand vous parlez de l'intérêt de certaines organisations internationales, certaines organisations non gouvernementales, internationales pour la situation des droits de l'homme au Cameroun, là encore, je vous répondrai en partant d'une anecdote. Nous avons été saisis à la Commission nationale des droits de l'homme de l'affaire Ouazizi par le secrétariat général du Commonwealth of Nations. Mais il voulait savoir, mais voilà, nous avons reçu une requête concernant ce cas-là. Bon, nous aimerions savoir ce qu'il en est, c'est le point de vue de la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, ils nous saisissent par rapport à l'affaire Ouazizi, dans un contexte où, quelques jours plus tôt, une jeune femme a été égorgée, dans un contexte où, quelques mois plus tôt, Florence Ayafor a été égorgée, dans un contexte où, depuis 5 ans,
depuis 5 ans, depuis le début de ce mouvement qui a commencé en 2016, ne l'oublions pas. Les élèves et étudiants sont empêchés d'aller à l'école. Dans un contexte où les hôpitaux sont brûlés, nous n'avons pas reçu de requête du secrétariat du Commonwealth par rapport à cela. Bon, alors on a bien répondu en disant, en leur communiquant les informations qui étaient en notre possession, sous réserve des enquêtes qui sont encore en cours. Mais nous avons quand même attiré leur attention sur ce qui se passe parce que le sentiment finalement que nous avons eu, qui nous habite, est que ces institutions sont manipulées par civistes camerounais qui les saisissent parce qu'ils nous expliquent, voilà, on vous a saisi de l'affaire Ouazizi parce que nous en avons été saisis. Mais alors, ceux qui vous ont saisi de l'affaire Ouazizi, pourquoi ne vous ont-ils pas saisi de l'affaire Florence Ayafor? Pourquoi ne vous ont-ils pas saisi de l'affaire de l'autre jeune femme qui a été égorgée? Pourquoi ne vous ont-ils pas saisi des cas des personnes civiles et militaires qui sont éviscérées, qui sont découpées à la hache ou à la machette? Avec des images qui sont partagées dans les réseaux sociaux. Que j'ai même du mal à évoquer sans émotion ici. Voilà. Donc il y a ce problème de partialité. Cela nous amène donc au constat fondamental qui a d'ailleurs été posé par un ancien ministre français des Affaires étrangères, M. Hubert Végrine, qui a fait remarquer dans plusieurs ouvrages les cartes de la France à l'heure de la mondialisation, continuer l'histoire, qui a fait remarquer que les ONG sont rarement indépendantes. Parce que, a-t-il écrit noir sur blanc, et je le cite, l'ONG américaine, une ONG américaine est d'abord américaine avant d'être non gouvernementale. Et elle ne remet jamais en cause la souveraineté des États-Unis. Bon, cela devait déjà instruire nos organisations de la société civile qui devraient apprendre à partir de cet exemple à être d'abord des organisations de la société civile camerounaises qui ne remettent pas en cause la souveraineté du Cameroun avant de devenir des organisations, de faire leur travail de droits de l'homme. Bon, maintenant, le même ancien ministre français explique, avec raison, en collaboration avec l'Institut français des relations internationales, un expert de l'Institut français des relations internationales, que la plupart de ces ONG, de ces organisations de la société civile, sont parfois des pouvoirs réels. Des pouvoirs réels, ce sont des entités étatiques qui se cachent derrière. Parfois, ce sont des outils, des bras séculiers de stratégies qui sont élaborés dans des officines. Dans ces conditions, il conclut qu'il y a de tout dans les organisations non gouvernementales des droits de l'homme. Il y a le bon et il y a le reste. Alors, dans cet environnement, qu'est-ce qui peut être envisagé? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il appartient à tout État de trouver des mesures et de prendre des mesures qui permettent de sauvegarder sa souveraineté. Parce que la souveraineté est l'essence de l'État, participe de l'essence de l'État. On a vu certains pays qui ont adopté des lois qui instituent certaines OSC à partir de leur financement comme des agents de l'étranger. Nous n'en sommes peut-être pas là, mais c'est chaque État, ce sont les autorités gouvernementales qui prennent des mesures à partir des informations en leur possession pour faire en sorte que ces organisations ne puissent pas nuire. Et ce qui est choquant parfois avec ces organisations, c'est qu'elles méconnaissent les principes fondamentaux du travail des droits de l'homme, qui sont notamment le principe de l'intégrité. L'intégrité, l'impartialité, le principe du contradictoire, des enquêtes complètes et l'ensemble des dimensions des droits de l'homme. Parce que parfois, quand on lit les rapports à charge contre le gouvernement, contre les forces de défense et de sécurité,
on se rend compte que ces organisations méconnaissent ou mettent de côté la dimension horizontale des droits de l'homme. C'est-à-dire, lorsque Boko Haram commet des exactions à l'extrême nord, on est surpris de voir qu'à l'extrême nord, pour prendre cet exemple emblématique, à l'extrême nord, 98% des violations des droits de l'homme sont le fait de Boko Haram, qui brûle les maisons, qui volent le bétail, qui fait exploser qui désorganise le département où cette organisation sévit. Mais lorsque le rapport d'Amnesty International est publié, on constate que dans ce rapport, 2% des critiques sont focalisées sur Boko Haram et 98% des critiques contre l'État. Cela décrédibilise totalement ce rapport. Et c'est aussi le cas au nord-ouest et au sud-ouest. Les violations des droits de l'homme y sont commises de manière massive. Lorsqu'on empêche les élèves d'aller à l'école, ce sont des millions de jeunes, des millions, au moins 2 millions de jeunes qui sont empêchés, qui voient leur droit à l'éducation violé. C'est un cas de violation massive des droits de l'homme. Lorsqu'on brûle des industries, c'est une violation du droit de propriété. Lorsqu'on empêche le commerçant d'ouvrir sa boutique tel jour, c'est la violation de la liberté du commerce. Lorsqu'on empêche les citoyens de circuler parce qu'on a décrété un lockdown, c'est la violation massive dans plusieurs régions, dans 2 régions, de la liberté d'aller et de venir. Mais très souvent, les organisations internationales minorent cela, sans parler des meurtres, des assassinats, des mutilations, des éviscérations que nous avions déjà évoquées. Alors, on va se quitter dans quelques instants, professeur. Juste une dernière question. Au regard de l'actualité de ces dernières semaines au Cameroun, au regard de ces rapports qui sont produits quotidiennement contre notre pays, est-ce qu'il y a lieu de désespérer? Est-ce qu'il y a quelques raisons de désespérer du Cameroun? Non, au contraire. Au contraire, ce qui s'est passé le 22 septembre, l'échec des marches organisées par le MRC montre que les Camerounais ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes, ils savent discerner entre l'intérêt national, l'intérêt de leur communauté d'appartenance et les fabulations de quelques acteurs politiques. Merci professeur James Mwange Kobila d'avoir accepté de partir de Douala pour rehausser le prestige du plateau de cette édition de Présidence Actu. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de droit public, vous êtes vice-recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'université de Douala. Vous êtes un auteur très prolixe également. Et, excusez du peu, vous êtes par ailleurs président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Merci et au revoir. C'est moi. Votre magazine est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Bonsoir.